Bienvenue, je suis Elisa Lachapelle, chargée de projet à l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord Stuart. Donc, au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue à la conférence avec les commissaires de l'exposition Montréal en devenir, Duncan, peintre du 19e siècle, qui sont Laurier Lacroix et Christian Vachon. So, on behalf of the museum, I welcome you to this talk with the curators of the exhibition Becoming Montreal, the 18th painted by Duncan, Laurier Lacroix et Christian Vachon. Avant toute chose, nous souhaitons reconnaître que le musée McCord Stuart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, lequel n'a jamais été cédé par voie de traité. The Kanien'kehá:ka Nation has a profound and ongoing attachment to this territory, which it calls Tiohtià:ke. Acknowledging that colonialism has had devastating consequences on First Peoples, the McCord Stuart Museum recognizes its duty to raise awareness and support continued vitality of indigenous cultures. Ce soir, les commissaires de l'exposition vont mettre en parallèle le parcours de James Duncan et les changements qui ont caractérisé la scène artistique montréalaise de 1830 à 1880. Ils vont aborder la méthode de travail de l'artiste qui multipliait les répliques et déclinaisons de ses compositions, revisitant ainsi certains de ses thèmes de prédilection et comment il a contribué avec ses gravures et ses illustrations à forger et à diffuser l'identité de la société montréalaise et canadienne de son époque. La conférence se déroulera en français et sera suivie d'une période de questions en français et en anglais. Nous prendrons les questions du public en salle, mais également sur Zoom et LinkedIn pour les personnes qui nous suivent à la maison. On vous salue. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous nous écoutez. The presentation will be in French, followed by a Q&A in French and English. We will take questions from the public here with us at the museum, but also on Zoom and LinkedIn. So don't hesitate to ask your questions if you are watching online. Donc, je vous remercie à tout le monde d'être avec nous. Et puis, pour commencer, je vous présente notre premier conférencier ce soir, donc Laurier Lacroix. Il est professeur émérite du Québec à l'Université du Québec à Montréal, où il a enseigné l'histoire de l'art et la muséologie. Parmi ses réalisations, notons les expositions consacrées à Ozias Leduc et à Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté, ainsi que celles portant sur la peinture à Montréal entre 1915 et 1930, l'ouvrage Les Arts en Nouvelle-France et le fond des tableaux des jardins. Il s'intéresse également à l'art contemporain et a agi entre autres comme commissaire dans le cadre d'expositions présentant des œuvres d'Irène F. Whitehome, Marc Garneau, Pierre Dorion, Guy Pellerin, Robert Wolfe, Micheline Beauchemin et Lisette Lemieux. Donc, sans plus tarder, il m'a demandé de ne pas parler trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Vous allez voir, nos deux conférenciers ce soir sont vraiment passionnés de leur sujet. Ça va être très intéressant. Donc, j'invite Laurier à venir prendre la parole. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci, Elisa. J'aimerais remercier Suzanne Sauvage, ex-directrice du musée, qui m'a invité en 2019 à commissarier cette exposition, ce qui m'a fourni l'occasion de me faire un ami, période de Christian Vachon, qui est co-commissaire de l'exposition, qui a été un collègue absolument attentif et érudit, et l'exposition lui doit beaucoup. Alors, vous aurez l'occasion d'entendre Christian ce soir, qui va développer plus en détail certains des aspects que je soulève brièvement. En intitulant ma conférence, j'espère que Duncan me permettra de l'avoir encadré de ses bouquets de feuilles. Il aimait beaucoup l'automne. Il en a fait 2 magnifiques bouquets, comme vous voyez. En intitulant ma communication l'art de Duncan, c'est que je voulais ramener l'accent sur le fait qu'on a surtout, on s'est surtout intéressé à Duncan comme, je dirais, documentariste, comme archiviste, comme historien de Montréal, jusque dans les années 60-70. Il était surtout collectionné par les musées d'histoire, les musées de société, les centres d'archives. Et ce n'est que depuis, je dirais, une trentaine d'années que les musées d'art s'intéressent à Duncan et qu'on découvre ses qualités comme créateur, comme artiste. Et c'est sur cet aspect que j'aimerais insister cet après-midi. J'aurais aimé me faire un ami de Duncan également parce que ça a l'air une personne absolument sympathique quand on le voit sur ses photos qui datent des années 60. Donc, ma communication est sur un plan relativement simple. Donc, après un rappel biographique et un survol de sa carrière, je vais insister sur certaines caractéristiques techniques et artistiques de son œuvre
et puis présenter brièvement le contexte de sa carrière en milieu montréalais. Je vais souligner donc que Duncan est le premier artiste à s'établir à demeure à Montréal en 1830. Avant Duncan, il n'y a pas d'artistes qui ont fait leur carrière à Montréal. Comme on le verra, sont surtout des artistes itinérants et des artistes canadiens, mais qui se sont beaucoup déplacés et qui n'ont pas travaillé uniquement à Montréal, alors que la carrière de Duncan, pendant 50 ans, se déroule à Montréal. Quelques repères biographiques pour commencer, parce que la première partie de sa vie nous échappe. Il est né donc en 1806 à Coleraine, en Irlande, et on sait très peu de choses de son enfance, de son milieu familial, puisque les archives de Coleraine ont été détruites. On sait par sa fille Jane qu'il conservait précieusement un carnet de dessin qu'il avait fait à l'âge de 8 ans, mais ce carnet ne nous est pas parvenu, donc ce qui pourrait laisser entendre qu'il a grandi dans un milieu qui favorisait les arts. Il arrive donc à Montréal à 24 ans, à l'été 1830, et il se fait connaître, il s'annonce comme portraitiste et paysagiste et professeur également. En 1934, il épouse Caroline Benedict Power, vous pouvez lire son nom aussi avec moi, ils ont 7 enfants, mais seulement 4 vont atteindre l'âge adulte. Duncan est un homme pieux. Il est membre de la Scotch Presbyterian Church, qui se réunit à 2 pas d'où il habite. Il habite, lui, juste un peu au nord du Champ-de-Mars. Et l'église est sur la rue Saint-Gabriel, au coin de Champ-de-Mars. Enfin, le Vieux-Montréal. Montréal, à cette époque, est relativement limité au plan géographique. Je mentionne tout de suite qu'en 1937, il va devenir membre du Montreal Light Infantry. Donc, au moment des troupes de 1937, il va se joindre à une milice de l'armée britannique. On sait que Montréal n'est pas attaqué, donc il n'a pas à se battre, mais on voit, c'est un signe de son allégeance à la couronne britannique qu'on va voir à travers ses œuvres, mais qui est également visible par ce signe de participation à l'armée en 1937. Donc, quelques images pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, en 1831, à l'hiver 31, Duncan présente cette immense, si vous avez eu la chance de voir l'exposition, 1,50 m par 2,30 m, 2,40 m, donc ce immense portrait de Montréal, vue de Montréal. C'est la première fois qu'on fait une image aussi grande de Montréal, et puis lui qui va s'annoncer comme portraitiste. C'est curieux qu'il se fasse connaître comme par ce moyen. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce tableau absolument capital pour sa carrière. Peu de temps après, il entreprend, on voit donc que Duncan doit bien connaître, doit avoir de très bonnes manières, puisqu'il se joint tout de suite à la bonne société montréalaise, et il devient donc l'ami de John Samuel McCord, qui est avocat. Le tableau est exposé au Palais de Justice. Il n'y a pas de salle d'exposition à Montréal. Il n'y a pas de salle très grande qui peut le recevoir, sauf le Palais de Justice. Et John Samuel McCord, qui est avocat, fait probablement la rencontre, la connaissance de Duncan à ce moment-là. Et au mois d'août 31, McCord invite Duncan à faire pendant 2 jours le tour de l'île avec lui, ce qui nous vaut une très belle série de dessins à l'encre sur lesquels j'aurai également d'autres choses à vous dire un peu plus tard. Si ma diapositive veut se présenter. Les informations sur Duncan avant 1939, en fait, les informations sur Duncan en général sont rarissimes. Il n'y a pas de fonds d'archives. Donc, c'est à travers les journaux, surtout, les sources secondes qu'on le suit. Et ici, donc, je vous présente une page du Montreal Directory de 47-48. Et à travers l'annuaire qui est publié régulièrement, on peut suivre ses déplacements. Enfin, il bouge, il change 2 fois d'adresse pendant l'essentiel de sa carrière, et il va aller mourir chez son fils et sa fille à Longueuil, de l'autre côté de la rivière. Le truc me résiste. Alors qu'il s'annonce comme portraitiste, professeur de dessin et portraitiste, et à travers la publicité, on peut suivre justement
un certain nombre de lieux où Duncan enseignait, en plus de donner des cours privés avec d'autres artistes avec qui il forme des académies, et il enseigne également dans des institutions publiques. Alors, on peut penser que c'est une partie importante de son gagne-pain, puisque plusieurs journées par semaine, il est occupé à enseigner à des enfants ou à des adultes qui désirent suivre des cours à son atelier. C'est là où il enseigne. L'exposition et la publication n'insistent pas du tout sur l'aspect de sa carrière qui est celle du portrait. Très peu de portraits sont connus jusqu'à maintenant. Ce sont ce qu'on appelle des miniatures aquarellées. Vous en avez 3 exemples ici de McCord, le ventriloquiste et philanthrope Vatmar, et l'homme d'affaires et marchand d'objets d'art Alexander Ramsey. Ce sont donc de relativement petits dessins à l'aquarelle sur papier, et donc on nomme miniature ce genre de portrait, même s'ils ne reprennent pas la technique de l'aquarelle sur ivoire traditionnelle pour la miniature, mais on peut penser donc que ces portraits qui étaient peu coûteux, que Duncan en a fait plusieurs, mais comme ils sont sur papier, ils ont été peu conservés. Ceux-ci sont soit dans des albums ou dans des collections familiales comme celle de la famille McCord qui a créé le musée McCord. Je me permets de présenter une petite énigme, justement celle du portrait de Monseigneur Lartigue, qui était conservé à l'archevêché de Montréal et qui est disparu depuis les années 50. Donc, c'est un exemple d'un portrait de Duncan qu'on pourrait connaître si on savait où il est, mais l'archevêché ne le trouve plus. Et on le connaît donc par cette photo ancienne prise par Gérard Morisset et par une petite aquarelle qui se trouve dans l'album Vigée. Donc, l'œuvre de l'album Vigée et de Duncan, et comme il y a une grande similarité avec le portrait à l'huile, on peut penser qu'effectivement, Duncan a réalisé des portraits à l'huile, mais jusqu'à maintenant, on n'en connaît pas. Donc, avis aux intéressés qui en auraient dans leur grenier. Il y a des personnes qui aiment les voir. Donc, Lartigue, qui était l'oncle de Jacques Vigée, le maire de Montréal, qui va être un des mécènes, des commanditaires de Duncan. Parmi ses premières commandes, la presse nous signale des bannières, et on m'a dit que je pourrais... Hop, ça recule en même temps que... Il faut avancer, pardon. Est-ce que ça va mieux si je pèse dans cette direction-là pour avancer? Oui, peut-être. Et là, j'essaie juste de signaler le pointeur. Donc, vous voyez ici des bannières. On est à une parade de la Saint-Patrick en 1843 et Duncan est documenté pour avoir dessiné, pour avoir peint, des bannières pour ces parades patriotiques, soit de la parade des Irlandais, des Écossais, des Britanniques. Il y avait différentes sociétés, comme la Société Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, la Saint-Patrick continue encore de nos jours. Mais donc, c'était des bannières qui représentaient différentes allégeances qu'on faisait circuler dans la ville. Donc, Duncan a gagné sa croûte en peignant ce genre d'objets, ou encore des transparents, qui sont donc des toiles fines, qui sont rétroéclairées et qu'on mettrait dans les vitres des édifices le soir lors d'événements publics. Donc, on commémorait des événements, des personnages. Et donc, Duncan a peint des bannières comme ça, c'est documenté également dans les journaux, tout comme la commande d'un sou que vous voyez ici, commandé par un consortium de banques montréalaises. Ici, c'est celui de la Banque de Montréal, pour lequel Duncan donc crée, parce que c'est une des premières représentations, la figure de l'habitant, qui va être absolument très célèbre par la suite. Donc, il y avait manque de numéraire au Bas-Canada à l'époque, et donc les banques montréalaises font imprimer, font frapper leur propre argent pour pouvoir faire leurs affaires, et Duncan est mêlé à cette opération. À partir de 38-39, les choses vont mieux, puisque là, sa carrière est mieux documentée. Et en 39, il réalise pour un livre qui s'appelle Hochelaga des Picta, donc la représentation d'Hochelaga, ville de Montréal,
qui est un guide touristique, mais enfin en même temps une histoire qui depuis l'Antiquité, en fait de l'archéologie, l'auteur Newton Bosworth s'intéresse beaucoup à l'archéologie. Et donc, il y a beaucoup d'informations sur l'Amérique du Nord, Montréal, au plan historique, au plan archéologique, et au plan de la vie courante à Montréal, et sur l'histoire également récente des Patriotes. Et pour cette occasion, Duncan va dessiner un frontispice, 7 vues pleine page et 12 planches, chacune avec 3 dessins d'édifices, comme on peut le voir ici. Je dirais que c'est avec ça que Duncan s'est fait connaître et est encore connu aujourd'hui. Les historiens de l'architecture utilisent fréquemment ce manuel pour connaître l'architecture de Montréal qui est complètement disparue. C'est l'architecture construite entre 90 et 1838-39, au moment de la 38 à peu près, au moment de la publication. Et on voit donc toute cette architecture qui remplace la Nouvelle-France, l'architecture de la Nouvelle-France, l'architecture publique. Et donc différentes églises, hôtels, écoles, hôpitaux, en fait, tous les bâtiments importants de Montréal sont représentés dans Hochelaga des Pictats, et ça a été un peu comme la carte de visite de Duncan, et qui lui donne peut-être ce monopole de représentation de Montréal qui va être sa marque de commerce. En 43 et 44, il prend sur lui l'initiative de publier 6 lithographies représentant différents aspects de la ville de Montréal avec le lithographe George Matthews. Et c'est Duncan lui-même, comme on le voit par l'inscription, qui dessine sur la pierre lithographique ces images. Ce sont de très belles œuvres, très intéressantes, parce qu'il y a une pierre de tête ici verdâtre. Dans ce cas-ci, je pense que vous pouvez la deviner un peu. Sur cette représentation, j'ai choisi un exemple sur les 6. C'est le transport du foin de Longueuil à Montréal. Et je pense que vous pouvez voir le fin travail du crayon lithographique pour suggérer le blizzard qui accompagne les voyageurs ce jour-là. Donc, c'est pas une très belle journée pour voyager. Et donc, le chemin balisé, le pont de glace qui se forme entre Longueuil et Montréal l'hiver, est emprunté par les gens qui apportent le foin en ville pour nourrir le bétail, les chevaux surtout, qui sont à Montréal, qui sont une donnée essentielle pour la circulation. En 1846, il reçoit la commande pour illustrer la grande carte de James Cain, pour l'orner donc de 8 médaillons. Donc vous voyez un détail également représentant le quartier Trafalgar, Côte des Neiges actuellement, grosso modo. Et donc la grande vue panoramique du bas également est de Duncan. Et cette commande va être suivie de l'année, dans 2 ans plus tard, du très grand panorama édité par William Barnard, qui est un peu la vedette de l'exposition pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont vu. Une magnifique représentation de la ville de Montréal qui, vue depuis le fleuve, Duncan va souvent prendre soit l'île Sainte-Hélène ou le Mont-Royal comme point d'observation. Et ici, c'est comme s'il était sur un bateau sur le fleuve pour représenter la ville, avec son nouveau point focal, le marché Bon Secours, qui vient tout juste d'être terminé et qui offre une magistrale porte d'entrée sur la ville. En 1847, Duncan devient secrétaire trésorier de la Montreal Society of Artists. Donc, alors qu'il arrive à Montréal, il y a relativement peu d'artistes actifs. 15 ans plus tard, il y a déjà une petite société qui est en train de se créer. Vous voyez certains noms qui accompagnent celui de Duncan dans l'annonce de cette exposition. La première exposition que tiendra, la première et la seule, que tiendra ce groupe d'artistes à Montréal en 47. Donc, on voit le nom de Krieghoff et de Martin Somerville, 2 des collègues amis de Duncan et compétiteurs également. Peu de temps après, Duncan s'associe avec Krieghoff pour préparer un panorama du Canada.
d'un projet qui ne débouchera pas. Krieger va utiliser certaines de ces images qui seront présentées à l'exposition universelle de 55, mais le panorama comme tel ne se réalisera pas, sauf que on connaît les vues des études que Duncan a faites pour ce panorama. Le panorama, non pas dans le sens d'une seule image circulaire, pardon, ne dites pas toucher au micro, seule image circulaire dans laquelle le spectateur est entouré, mais une autre conception du panorama qui est une représentation de plusieurs vues d'un site, d'un lieu. Et Duncan s'est dirigé d'abord vers la Gatineau, où il a fait des vues de chute dans la région de Québec et également donc Ottawa, à Bytown, comme on appelait à l'époque, donc les Rapides des Chats, magnifique aquarelle croquée sur le vif, qui montre donc encore une fois justement le grand talent de l'artiste. Mais on y reviendra en détail. Je continue rapidement le survol de sa carrière. En 53, oui, c'est écrit, il reçoit de Jacques Vigée, l'ex-maire de Montréal, cette commande pour 17 représentations des communautés religieuses de femmes au Canada. Donc, ce sont un grand album commandé par Vigée pour remettre à Monseigneur, au nonce apostolique de passage à Montréal, Monseigneur Bedini. Vigée s'en fait faire une copie, heureusement, donc qui est conservée aux archives de la ville de Montréal. Représentation tout à fait intéressante des costumes de ces communautés religieuses, de leur charisme également, de leur mission. Et très souvent, Duncan a intégré un tableau dans cette petite aquarelle, se rapportant justement à l'origine, au début de la communauté dans les colonies. Donc, des présentations tout à fait sympathiques. De 52 à 59, et Christian reviendra longuement là-dessus, Duncan fournit des illustrations pour le London Illustrated News, donc le plus grand périodique illustré de l'Empire britannique. Et en 68, il est de nouveau secrétaire trésorier, cette fois de la Society of Canadian Artists, qui elle tiendra 2 expositions à Montréal, donc sous les auspices de l'Art Association. Et vous voyez parmi les membres certains de ces concurrents, parce que le style de Duncan, on peut dire, commence à être un peu fané. Les gens veulent un peu de nouveauté, et donc des gens comme Edson, Fraser, Sandam, Vogt et Way vont avoir leur moment de popularité dans les années 60-70 à Montréal. La dernière œuvre connue de Duncan est cette vue de l'île Sainte-Hélène de 1878. L'île devient à ce moment-là un parc public. L'armée qui est stationnée au Canada rentre en Grande-Bretagne. Le gouvernement canadien, donc, cède l'île à la ville qui en fait un parc. C'est assez intéressant que le Mont-Royal, qui serait devenu parc peu d'années plus tard, et quelques années plus tard, l'île Sainte-Hélène, c'est depuis donc cette époque que les Montréalais disposent de ces 2 grands terrains de jeu. Et Duncan retourne une dernière fois sur l'île Sainte-Hélène pour faire cette vue de Montréal depuis l'île, en insistant cette fois donc sur sa fonction de villégiature, avec le petit traversier qui fait la navette entre l'île et le port de Montréal. Duncan donc décède le 28 septembre 1881. Je pense que on pourrait commémorer ses mémoires ces jours-ci. Il a 76 ans, donc il décède à Longueuil, où il vit avec sa fille Jane et son fils David, qui sont tous les 2 célibataires. Donc, passons aux choses sérieuses, maintenant que vous savez qui est notre homme, et parlons un peu plus spécifiquement de son art. Donc, au cours des prochaines images que je vais vous présenter, je ne reviendrai pas toujours là-dessus, mais j'aimerais insister donc sur les points suivants. Donc, son sens de l'observation. En fait, moi je dis qu'il a la meilleure paire d'yeux qui ont existé à l'époque. Il a une capacité de voir à une distance infinie, c'est absolument exceptionnel. Mais en même temps, dans son rendu de l'espace, on va voir comment il le transforme, comment il le manipule cet espace pour en faire une image. Donc c'est
c'est du réalisme, c'est une approche descriptive, mais en même temps, c'est réorganisé et parfois justement à travers un regard un peu romantique. Comme vous avez vu dès le dessin de 31, il arrive ici avec une maîtrise du dessin, des outils, du lavis, de l'aquarelle, la gouache, qui est assez exceptionnelle quand on compare aux meilleures pratiques de l'époque. Et donc, c'est cet art-là qui va mettre au service des Montréalais. Il est toujours à la recherche de nouveaux sujets, et donc il se déplace constamment sur l'île. Vous en verrez qu'un échantillon peu représentatif ce soir, mais donc son spectre de représentation de Montréal est extrêmement vaste. Et souvent, il va traiter les sujets par paire. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il choisit 2 points de vue pour représenter le même sujet. Il va explorer Montréal dans tous ses détails, à la fois et nous fournissant des vies d'ensemble, et sa curiosité, je ne le répéterai pas trop souvent, mais elle est destinée à une clientèle britannique. Montréal est surtout à ce moment-là occupé par, enfin, la population montréalaise est surtout anglophone, britannique, d'origine britannique, et on pense que cette clientèle est essentiellement, du moins les traces que l'on voit dans ces images, laissent suggérer qu'il s'adresse surtout à cette clientèle-là, comme on le verra tout à l'heure. Donc, il va reprendre ses thèmes les plus populaires, et Christian va vous en parler plus longuement. Et il ne faudrait pas oublier donc son apport à la culture artistique montréalaise, à la fois comme professeur et comme responsable d'associations artistiques, la Montreal Society of Artists et la Canadian Society of Artists. Donc, un aperçu, un survol de ce que j'essaie de vous dire. Donc, Montréal vue de l'île Sainte-Hélène, une représentation très tôt dans sa carrière. Le vieux marché, celui qui existait avant qu'il se déplace sur la plage Jacques-Cartier, une vue du port de Montréal ou l'intérieur de l'église Christ Church, qui était sur la rue Notre-Dame, de biais avec l'église Notre-Dame à Montréal. Donc, grâce à Duncan, justement, on a une multiplicité, une connaissance de la ville, et c'est ce qui a intéressé beaucoup les historiens, et moi les historiens de l'art au 19e et dans la première moitié du 20e. C'était ces représentations qu'on cherchait pour documenter Montréal. Maintenant, je pense qu'on peut porter un regard et voir la qualité et l'intérêt de son œuvre elle-même. Donc, quelques mots sur cette grande vue panoramique de 30-31. Il arrive à l'été 1830 et on peut penser que dès l'automne, il se met en frais de faire ce grand paysage, puisque c'est la saison sur laquelle il nous rapporte. Il est au pied du Mont-Royal, ce qui serait à peu près l'équivalent aujourd'hui du stade Percival Molson. Donc, il ne monte pas jusqu'en haut, c'est pas défriché, la montagne n'est pas défrichée, il n'aurait pas de point de vue, mais il y a des terres de cultivées en partie à cet endroit-là. On voit donc que la ville est sortie hors des murs, les fortifications ont été détruites au début du 19e siècle et la ville se développe dans les faubourgs, tant à l'est et à l'ouest qu'au nord. Je suis en train de faire l'histoire des historiens, puis je veux pas faire ça, je veux parler de son art, alors je reviens. Ce qu'on voit, donc, c'est l'automne, mais on est tous Montréalais, on connaît l'orientation du soleil à l'automne. Le soleil ne peut pas être dans cet angle-là à l'automne à Montréal. Hein. On a une lumière rasante qui vient du sud et un ciel assez bas, si on pense aux ombres portées du premier plan. Et donc, ces ombres, ils les utilisent pour créer un espace en profondeur en alternant zones claires, zones sombres, pour arriver jusqu'à la représentation de la ville. Et celle-ci est éclairée en lumière rasante. C'est une lumière qui arrive de côté pour faire ressortir comme l'arête, hein, la silhouette des bâtiments qui ressortent ainsi de cette façon-là. On peut les voir de façon très détaillée. Et là, il va ensuite utiliser une perspective atmosphérique pour représenter les Montérégiennes à l'arrière-plan. Donc, on voit comment il manipule l'espace. Je vous montre quelques détails. Donc, ici, le champ de Mars, le fleuve et la rive sud. Ce serait intéressant de voir comment il est fidèle justement à la rive sud. Quand je vous parlais de la vue de cet homme, évidemment, j'en suis jaloux.
ou encore ici, l'église Notre-Dame, qui n'a pas encore ses tours de construite à cette époque, et où on n'a pas encore détruit le clocher de la vieille église Notre-Dame sur la place d'Armes. C'est là qu'était la première église Notre-Dame. On n'a pas encore détruit son clocher, mais vous voyez comment il vient donner une fine ligne blanche à l'arête des édifices, de façon à les faire ressortir et à ce qu'on puisse bien les distinguer dans cette masse de pierre grise qui est devenue Montréal à l'époque. Fameuse série d'une dizaine de dessins qu'il fait pour McCord, John Samuel McCord, qui l'accompagne en août 31 autour de l'île. Je pense qu'ils ont fait le tour de l'île en bateau. Les routes étaient très peu praticables sur l'île à ce moment-là, donc pour le faire en 2 jours, ils ont dû le faire en bateau. Je vous montre donc là ensemble, on est à Pointe-Claire, avec un détail. C'est un dessin à l'encre. L'encre ne permet pas de repentir. Une fois que vous avez fait de l'encre, hein, vous savez, il faut soit mettre du liquid paper ou je ne sais pas trop quoi. Ici, il y a 3 types de pointes différentes utilisées pour créer les plans différents. Donc, avec une très grande habileté, une très grande justesse dans le rendu des volumes, des plans, des formes, dans lequel ils ont 2 heures, ils sont arrivés, ils vont faire le tour de l'île, hein, il va représenter une dizaine de villages en faisant le tour de l'île, et ils arrêtent quelques minutes, il ouvre son carnet plein de pages et fait et voilà une vue de Pointe-Claire pour l'artiste. C'est un peu raté sur la droite, j'en conviens, la perspective du moulin est un petit peu proche, mais après avoir consacré tout son temps à la barque et au rocher, on peut lui pardonner cette petite correction. On voit qu'il s'intéressait beaucoup à l'observation, au dessin. Ici, un petit dessin à l'encre dans l'album Vigée, mais il nous dit qu'il l'avait d'abord dessiné d'après nature en 36 et il le reprend, la demande de Vigée, en 39 dans l'album Vigée. Et je pense qu'il a trouvé cet animal assez sympathique, on a l'impression qu'il sourit. Un dessin au crayon, celui-là, du Mont-Royal à l'automne, une étude d'arbres. On a comme ça quelques études d'arbres, en fait sans sujet véritable. Je pense qu'il aimait les arbres et il en a souvent dessiné, comme on le voit ici. Je reviens rapidement sur cette aquarelle dont j'ai montré un détail, l'ensemble tout à l'heure, donc la rivière, les chutes de la rivière Buckingham, pour le fameux projet de panorama avec Krigoff. Donc vous voyez les traits de dessin de plomb préparatoires qui viennent marquer les grandes masses de la structure du paysage sur la feuille, donc dessinés très rapidement, et ensuite, probablement sur le motif, ou peu de temps après, parce qu'il faut qu'il ait encore les couleurs bien en mémoire, il revient avec l'aquarelle appliquée avec une virtuosité, encore là une sûreté, une liberté qui permet de rendre justement la vivacité, le dynamisme de cette chute qu'il observe. On peut regretter que ce panorama n'ait pas été réalisé. En tous les cas, s'il avait été réalisé, il aurait fallu qu'il soit conservé. Duncan donc maîtrise très bien le lavis. Ici donc un exemple tiré des vues qu'il a fait suite à l'incendie de Montréal en 1852, où on voit comment il utilise donc la couleur du papier, le blanc, comme couleur, et qu'ensuite il monte les dégradés de brun jusqu'au brun très foncé pour recréer cette ruine. Encore là, en quelques coups de pinceau extrêmement sûrs, il arrive à suggérer cet alignement de maisons qui était sur la rue Notre-Dame, si je me souviens bien. Notre-Dame? Saint-Denis. Oui, c'est vrai, en montant la côte. Maîtrise également des camailleux de couleurs. Ici, c'est un détail, je regrette, là j'ai oublié de vous mettre la vue d'ensemble du Parlement. Il se rend à Ottawa peu au moment de la construction du Parlement, et c'est un vue de la rivière des Outaouais, une partie du paysage. Et ici, je voulais surtout insister sur sa maîtrise des camailleux de couleurs. On voit comment, à l'intérieur du rouge, du brun, du vert, du jaune, il réussit à monter, à suggérer
l'effet des feuilles par ces petites touches colorées différentes qui rendent tout à fait l'atmosphère de l'automne, cet automne qu'il aime tellement, avec toute la profondeur du paysage qu'il observe. Je suis toujours ébloui, je m'excuse, c'est mon intérêt pour l'aquarelle, justement avec la liberté avec laquelle Duncan traite ce médium. Il travaille toujours sur papier sec. On voit ici qu'il y a eu un petit débordement, fait que l'aquarelle n'était pas encore tout à fait sèche quand il est venu repasser ici, donc il y a un léger débordement, mais ici encore, mais c'est avec une grande maîtrise et une grande souplesse dans le geste qu'il recrée ces paysages, ces ciels. Donc un observateur sur le motif et qui, avec son équipement, son modeste équipement de l'aquarelliste, réussit à créer une atmosphère ici. Donc, il est attiré par cette chute de glace et l'accident qu'il provoque. C'est un sujet qu'il va reprendre à quelques reprises, mais toujours avec cette même vivacité dans la technique. Un autre effet qu'il utilise assez régulièrement pour faire ressortir la blancheur d'un événement, d'une représentation. Et ici, donc, c'est une aquarelle rehaussée à la gouache, mais qui est également grattée. Tous les traits blancs que continue, il intervient avec un instrument fin et le bout d'une aiguille, on peut penser, qui viennent déchirer la surface du papier et créer cet effet de blizzard qu'une technique de pinceau pourrait recréer, j'imagine, mais qu'il peut contrôler plus facilement en zigzagant comme ça avec l'épingle sur la surface. Donc, Duncan se rend régulièrement sur le même site. Il s'y rend et observe avec différentes techniques qu'il va reprendre ensuite dans l'atelier. Donc, ici, un dessin de la collection du Musée du Québec qui nous montre la batterie sur la pointe nord de l'île Sainte-Hélène, dont il va faire une grande aquarelle et un tableau qui se trouve au château Ramsay. Ce sont des œuvres qui datent de la première partie de sa carrière et où la couleur, le coloris est assez différent de celui qu'on va trouver par la suite. Ces observations parfois très minutieuses, très laborieuses même, comme ici l'entrée du canal de la Chine. Le dessin au plomb est au Musée des Beaux-Arts du Canada et l'aquarelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le dessin est probablement, possiblement fait avec une caméra lucida. Vous savez, cette espèce de prisme qui permettait de renvoyer sur la surface l'image, en fait, le paysage qu'on avait devant soi et d'en capter les grandes lignes. Il y a une telle précision dans le rendu que ça me surprendrait pas qu'il ait utilisé cet instrument pour ensuite donc reprendre, en la modifiant légèrement, cette représentation à l'aquarelle. N'ajustez pas votre appareil. Qu'est-ce que je fais pas? C'est jamais. Pitié. Merci. Excusez-moi, il y a un petit entrevue. Là, c'est intéressant de voir comment ici, justement, là, le dessin, il va revenir avec beaucoup de finesse avec son dessin à l'encre. C'est bon? Oui, voilà, merci. Travail par paire. Vue de l'île Sainte-Hélène l'hiver et l'automne, avec une embâcle. Donc, le même sujet, le même point d'observation sur lequel il revient pour représenter l'île. Ou encore ici, Montréal vu du flanc est et du flanc ouest de la montagne, mettant en valeur d'une part soit l'Hôtel-Dieu, soit le Grand Séminaire, donc deux constructions relativement récentes, on est à la fin des années 60, qui permettent donc de revenir sur un sujet qu'il a souvent représenté, la ville, légèrement plus à l'est, légèrement plus à l'ouest, et en mettant au premier plan donc un bâtiment
qui est célèbre. J'aime beaucoup cette aquarelle qui représente les funérailles du général Durban, et j'étais très intrigué par ce petite sculpture qui sort de... Il n'y a pas beaucoup de sculptures dans l'espace public montréalais, et donc la station de pompage est ornée effectivement d'une petite fête. Je ne sais pas trop ce que c'est comme plumeau, c'est pas les armoiries du prince de Galles, je sais pas trop. En fait, c'est intéressant de voir comment il note tous ces détails qui caractérisent la ville. Bon. OK. Décidément. Ah. Est-ce qu'on peut revenir à la même place? Merci. J'ai bientôt terminé, Christian. Merci. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer à la suivante? C'est ça la question? Oui. Donc, dans la série de lithographies de 1843-44, évidemment, c'est la vie du port, les vapeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les historiens nous disent, c'est que on vient d'installer l'éclairage au gaz à Montréal. Et donc, on peut se demander si c'est pas d'abord et avant tout une vue pour célébrer cette nouvelle commodité qui arrive dans les rues de Montréal, en même temps qu'il représente cette scène. Ou encore, il observe très souvent, parce que Montréal est en chantier permanent, le charroyage des poutres de bois, et il l'inclut dans cette représentation de la rue Notre-Dame de 1841-42. Rapidement, donc, je vous montre 4 différentes scènes de glissade en toboggan, différentes de celles que vous pouvez voir dans la salle d'exposition, pour montrer justement quels étaient les sujets les plus populaires et qu'ils pouvaient vendre. Je reviens en arrière 2 secondes parce que c'était l'image sur laquelle je souhaitais. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Oui, ça veut. Le fameux drapeau britannique. J'ai pas insisté sur chaque fois qu'on avait des signes de la présence, en fait, du fait qu'on était dans une colonie britannique et que ces images intéressaient surtout un public britannique, soit les militaires de passage. Il y avait une garnison importante qui était remplacée à tous les 3 ans à Montréal, donc qui représentait un bassin d'acheteurs potentiels qui pouvaient ramener des vues de Montréal en Angleterre. Donc, on le voit ici, on le voit au-dessus d'un immeuble, on le voit sur la forteresse de Sainte-Hélène. Enfin, le drapeau est partout. Donc, rapidement, ce fameux contexte artistique montréalais des années 30-80, Duncan n'est pas seul à Montréal. Il est à la fois, je dirais, sujet à émulation de la part de ses collègues, mais en même temps, il doit suivre la concurrence d'artistes itinérants, d'artistes militaires qui connaissent bien les techniques de l'art aussi, des artistes immigrants britanniques et européens, de la photographie et du milieu artistique qui se professionnalise. Et donc, 2 exemples d'un de ces artistes itinérants, Facio. Enfin, Facio va s'installer à Québec. Il passe rapidement à Montréal. Et donc, vous voyez la différence entre une vraie technique de miniature et ce que semble pouvoir faire Duncan comme miniaturiste. Ici, le même sujet par un militaire attribué au militaire Ben Brigg du début des années 40. Duncan, elle fait le même sujet. Ben Brigg revient là. Est-ce que les 2 personnes se connaissaient? Il y a des grandes chances qu'un militaire qui s'intéresse à l'art, qui est stationné à Montréal pendant 2-3 ans, va connaître Duncan. Est-ce que Duncan les entraîne sur les pistes et les sites qui l'intéressent? Ici, une représentation de l'atelier partagé par Krigoff et Martin Somerville. Tout à l'heure, je vous ai parlé du projet de Panorama et on voit comment les 2 artistes, à l'occasion, traitent de sujets comparables, évidemment dans des techniques et chacun selon leur style, mais Duncan était au centre de l'effervescence d'une vie artistique. Et les artistes qui vont arriver dans les années 60-70, comme William Raphael, par exemple,
vont lui faire une concurrence déloyale dans la mesure où ils amènent de nouveaux styles à Montréal, plus qu'un, avec un plus grand niveau de réalisme et avec l'intérêt sur de nouvelles préoccupations également qui vont intéresser le marché de l'art. Tout en disant que l'œuvre de Duncan s'intéresse au marché britannique, on voit très peu d'annonces pour ses œuvres, contrairement à d'autres artistes de l'époque qui font des ventes publiques, des ventes à l'enchère. Duncan n'en fait pas. Duncan va être une des victimes, d'une certaine façon, de la photographie, dans la mesure où, en fait, victime, la photographie, évidemment, est limitée par le cadrage, par la technique elle-même. Donc, la photographie, à l'époque, ne peut pas rendre un événement comme l'échauffourée Gavazzi de 1855, mais elle va représenter la ville d'une façon qui va démoder dans le style de Duncan, et on va se tourner vers ce type de représentation si on veut une image de la ville plus réaliste, plus correcte. Donc ici, on reconnaît un peu les mêmes édifices, hein, l'église Saint-Patrick et la cour du Boulevard. Cet exemple-là pour vous parler de la critique qui se développe. Et ici, en 47, lorsqu'il expose avec les membres de la Montreal Society of Artists, quelqu'un ne se gêne pas pour lui dire que son style est trop froid, couleur trop pourpre, et si l'artiste aurait dû travailler différemment. Donc, ce sont ce genre de choses. Et je termine en vous montrant ces images de l'inauguration de l'Art Association of Montreal en 79, donc le futur musée des Beaux-Arts, où Duncan va exposer avant que l'édifice soit construit, il expose avec l'Art Association et également dans cette expo inaugurale de 79. Avec mes excuses, Christian, pour avoir pris un peu trop de temps. Merci. Merci beaucoup, Laurier Lacroix. Je vous l'avais dit, hein, qu'ils sont passionnés et passionnants. Pour continuer, je vous présente Christian Vachon, qui est historien de l'art et titulaire d'une maîtrise en études des arts de l'Université du Québec à Montréal. Christian est chef gestion des collections et conservateur art documentaire au Musée McCord Stuart. Il se spécialise en imagerie canadienne du 18e siècle à nos jours et s'intéresse particulièrement aux procédés d'impression et à la satire graphique. Il étudie le développement de l'imprimerie au 19e et 20e siècle afin de bien comprendre son rôle fondamental dans la diffusion de l'iconographie produite en sol canadien. En 2010, il est nommé conservateur de la collection appelée alors Peinture, Estampes et Dessins et a agi depuis en tant que commissaire d'exposition mettant en valeur cette collection, avec notamment La fin du monde en caricature, Illusion, l'art de la magie, Aislinn, 50 années de caricature, et Chapelot, profession caricaturiste, qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps au musée. Il s'est plus récemment consacré à ses recherches sur James Duncan, chroniqueur fidèle de la vie montréalaise, en vue de la première rétrospective d'envergure consacrée à cet artiste méconnu. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Christian. Merci Lisa. Merci Julien. Bonsoir. Travailler avec Laurier Lacroix, c'est comme aller à l'école. On apprend beaucoup de choses toutes les journées. Alors, ce fut une très belle aventure, un très beau projet, l'exposition et le livre sur James Duncan. Alors, j'ai beaucoup d'images à vous montrer. Je vais commencer tout de suite. De mon côté, les crédits, je les ai seulement mis pour les œuvres des autres institutions. Quand c'est le musée McCord Stuart, j'ai rien indiqué, simplement. Alors, j'ai intitulé ma communication Duncan bis. Bis dans le sens de seconde fois, de redoublement, de répétition d'une œuvre, de réplique. Dans le cadre de mes recherches entourant la préparation de l'exposition Montréal en devenir, Duncan, peintre du 19e siècle, et du livre James Duncan, peintre de Montréal, j'ai constaté, en documentant les œuvres de l'artiste, que j'aboutissais souvent à une autre version ou à une œuvre de comparaison. Alors, les deux œuvres qu'on vient de voir, qui ont été réalisées à 1 an d'intervalle,
Ce sont deux vues particulièrement parachevées et qui n'ont pas été peintes de visu. Par leur amplitude, on devine qu'elles ont été travaillées en atelier. Elles sont de toute évidence toutes les deux basées sur les mêmes croquis et les mêmes études préparatoires. Duncan répète ou réinterprète fréquemment les mêmes compositions, qu'il doit considérer comme accomplies ou parfaites. Il peut aussi les actualiser lorsque des modifications dans le paysage arrivent. Je pense que s'il vivait aujourd'hui, à notre époque, je l'imagine disposant d'une banque de ses esquisses et de ses illustrations enregistrées sur un disque dur. Et je le vois retravailler ces images avec Photoshop. On savait que Duncan était l'auteur de quelques illustrations de presse parues dans Illustrated London News, le magazine par excellence de l'époque victorienne. En souhaitant mieux connaître le contexte de leur réalisation et possiblement en découvrir d'autres, ça m'a amené à observer de nombreuses répétitions de ces œuvres. L'incendie de la maison Hayes, au square d'Alousie, que l'on voit ici, est la toute première gravure publiée de Duncan dont la parenté est certaine. Elle est publiée en première page du numéro du 7 août 1852 de l'Illustrated London News, un mois après le terrible incendie qui rase près de 1100 bâtiments et jette à la rue plus de 10 000 personnes à Montréal. Elle ne lui est pourtant pas attribuée dans le journal. Si des journaux de Montréal et de Québec annoncent la publication de cette gravure, outre-mer, en prenant soin de préciser l'identité de leur auteur ainsi que sa ville de résidence, l'Illustrated London News ne mentionne toutefois pas son nom. Voici maintenant quelques détails sur cette terrible catastrophe tirée des journaux locaux qui, grâce aux illustrations qui les accompagnent, permettront de se faire une idée précise de l'ampleur et du caractère désastreux de la calamité. Une fois sur deux, Duncan n'est pas nommé comme l'auteur de la gravure qui est publiée dans l'Illustrated London News. Cette représentation de l'incendie de la maison Hayes, le square d'Alousie se situait à la jonction de la rue Notre-Dame et de la rue Saint-Paul. Alors, cette représentation-là suscite d'autres répliques par l'artiste, dont la plus connue est cette huile sur bois dans la collection du musée. Une version comparable, une huile sur toile, dont les dimensions sont sensiblement les mêmes, a été vendue par la maison FL le 26 novembre 2015. Alors, ces variantes sont révélatrices de la méthode de travail de Duncan. Elle implique que l'artiste conserve dans des carnets de croquis et des cartons une banque d'images qu'il copie, retravaille et réinterprète. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il date rarement ses œuvres achevées, qui sont pourtant signées. Ces modèles de composition sont dépouillés des détails qui varient d'une version à l'autre. Ainsi, les premiers plans des variantes que nous connaissons de l'incendie de la maison Hayes proposent des amoncellements d'objets distincts. Résidant à ce moment sur la rue Saint-Louis, à proximité de la conflagration, l'artiste se retrouve aux premières loges pour esquisser les flammes dévastatrices à partir du square d'Alousie. On voit ici un croquis qu'il retravaille. En fait, ce que je vous ai montré précédemment, ce sont des croquis qu'il retravaille sans aucun doute d'après une scène hivernale, celle-ci, des lieux peintes précédemment, tant la composition est analogue. Cette scène-là représente un rassemblement des membres du Tandem Club avec ses équipages de chevaux et ses traîneaux les plus élégants.
effectuant l'hiver des sorties en ville. C'est donc à titre de correspondant volontaire que Duncan envoie ses images à l'Illustrated London News. Comme en fait foi, ce filet paru dans le Montreal Herald et Daily Commercial Gazette. Alors, l'Illustrated London News sollicite dès son premier numéro, qui paraît en 1842, des correspondants littéraires et artistiques pour lui soumettre toute communication et esquisse compatible avec les champs d'intérêt journalistiques du magazine. C'est donc la voie qu'emprunte Duncan pour disséminer son œuvre dans tout l'Empire. On a vu celle-là, on la retrouve, elle est à Back dans la collection Peter Winkworth d'œuvres canadiennes. C'est une vue des ruines des maisons en rangée Cornwall Terrace, rue Saint-Denis, qui est incendiée au même moment que la maison Hayes. Alors, c'est un dessin ou la vie qui a certainement été réalisé en même temps que les autres scènes du sinistre qui ont été publiées. Il y en avait 4 en tout dans le numéro. Ce dessin-là témoigne de la matérialité des dessins acheminés par l'artiste à l'Illustrated London News, à cause de ses valeurs monochromes, qui permettent au graveur de mieux traduire les tonalités. Un graveur sur bois, quand c'est rouge, bleu ou vert, il sait pas comment. Quand c'est comme ça des tonalités monochromes, il peut plus modeler les tons. On sait que Peter Winkworth a acquis un certain nombre d'œuvres de Duncan en Angleterre. Alors, cela vie faisait possiblement partie des œuvres que Duncan a envoyées à Londres pour être gravées. À titre de comparaison, c'est une de ces 4 gravures-là, qui sont plus, mais il y en a 3 sur une même page. Et voici d'autres bâtiments en ruine, rue Saint-Denis. Alors, la Saint-Denis est ici, et ça, ce qu'on voit ici, c'est l'évêché, puis l'église Saint-Jacques, donc l'Université du Québec à Montréal aujourd'hui. Duncan est l'un des principaux pourvoyeurs d'images de Montréal avant l'avènement de la photographie. Et on retrouve plusieurs de ses œuvres reproduites sous la forme de gravures sur bois. La gravure sur bois est le premier véritable procédé moderne d'illustration de masse, qui a l'immense avantage d'être imprimé avec les caractères typographiques de la page du journal. Alors, plusieurs de ces gravures sur bois sont exécutées par John Henry Walker, immigrant irlandais aussi, au cours des années 1850, comme celle-ci et la suivante. Alors, on reconnaît l'intérieur de la cathédrale Saint-Jacques d'après une aquarelle qui est incluse dans l'album Souvenirs canadiens de Jacques Vigée. Évidemment, Walker, bon, c'est facilité la chose un peu. On voit qu'il n'y a personne à l'avant-plan, c'est un petit peu plus simple. En fait, il représente l'intérieur de la cathédrale et non l'événement qui est illustré ici. Walker commente cette reproduction dans son autobiographie ainsi. Alors, c'est un extrait que j'ai traduit en français. J'ai réalisé cette gravure à partir d'une aquarelle du regretté Monsieur Duncan Artis. Une copie exacte que j'ai rétrécie et dessinée sur bois, probablement en 1851. Alors, encore là, le graveur se permet certaines libertés en ajoutant des personnages, à l'inverse de la précédente. Et on reconnaît bien quand même l'œuvre de Duncan. Mais le sujet de ma présentation, c'est pas la gravure de reproduction. Je parle plutôt de cette pratique chez Duncan de réitérer une œuvre antérieure. À titre d'exemple, cette vue de Montréal, à partir du flanc ouest du Mont-Royal, est déclinée avec 4 médiums artistiques distincts au cours d'une période de moins de 10 ans. Alors, au lieu de dire Duncan bis, je pourrais dire Duncan quater. Alors, on reconnaît ici, bon, la technique du lavis, une peinture à l'huile,
Une eau forte gravée d'après un de ses dessins. Et une lithographie que Duncan a lui-même tracée sur la pierre, qui fait partie de la série des 6 lithos imprimés par Matthews. Alors, c'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Maintenant, quelle forme pouvait prendre sa banque d'images de référence? Bon, voici la couverture de l'unique carnet d'esquisses relativement intact et connu de l'artiste. Aucune œuvre n'est datée, mais 6 pages comprennent un filigrane avec l'année 1831. L'intervalle temporel des œuvres est 1831-1849. Leur ordre ne témoigne d'aucune organisation chronologique ou thématique apparente, visiblement conçu dans un but particulier qu'on ignore. L'album se présente comme un instrument de travail utilisé sur une longue période. Est-ce que c'est un recueil de scènes populaires à l'intention d'éventuels acheteurs? Duncan déambule dans les rues pour observer les scènes du quotidien de la ville, pour ensuite retravailler en studio les scènes esquissées. Certaines scènes connaissent une deuxième vie, telle cette esquisse aquarellée. Elle inspire cette petite huile sur bois, dont les dimensions la destinent certainement aux touristes de passage à Montréal. Une autre esquisse aquarellée qui est intitulée Vente de tissus de fabrication domestique est datée entre 1846 et 1849. Elle est la source d'un dessin soumis à l'Illustrated London News une dizaine d'années plus tard. Cette gravure, publiée en 1859, s'intitule Marché de Montréal, habitants achetant du tissu. Vous voyez ici, on achète. Tantôt, on le vendait, le tissu. Les personnages secondaires qui ne portent pas les vêtements du pays, ainsi que les détails architecturaux méconnaissables, à mon avis, sont nés de l'imagination du graveur, juste pour remplir la composition. Regardez, c'est pas très chaud, ça, l'hiver. Et ici, on a des personnages qui ne semblent pas des habitants de Montréal. Alors, le graveur ne disposait que les 4 personnages du centre pour faire cette illustration-là. Il y a des œuvres aussi sur feuilles détachées. Là, c'est plus dans l'album Sketches, qui sont plus achevées que celles comprises dans cet album-là. Et elles montrent aussi des compositions qui sont reprises dans l'Illustrated London News. Cette aquarelle rehaussée de gouache met en scène des travailleurs qui procèdent à la coupe de la glace sur le fleuve gelé. Sa transposition dans le magazine londonien est sans équivoque et montre avec précision la technologie traditionnelle de la coupe de la glace au 19e siècle au Québec. Alors, à titre d'exemple, regardez le chien ici. Je vais reculer. Regardez le chien. Duncan travaille souvent en série, comme nous l'expliquait Laurier, et la suite narrative de la coupe est l'entreposage de la glace dans des glacières extérieures situées sur l'île des Sœurs. Encore une fois, le dessin intermédiaire qu'il envoie à Londres est assurément une copie quasi identique de l'œuvre source, et sa reproduction dans le journal s'avère des plus fidèles. Encore une fois, je vous demande de comparer les blocs de glace. Je vais reculer, regardez leur disposition. Alors, lorsque Duncan s'emploie à observer et à illustrer des activités plus techniques, ses dessins semblent être plus appréciés par sa clientèle, au point qu'il les copie plus d'une fois.
une deuxième version. C'est une réplique de la même composition, mais qui est conservée dans un autre album. C'est l'album Montréal-Canada qui renferme des œuvres de Duncan, mais pour cette fois, le contexte de création demeure complètement inconnu. La reliure de qualité porte à croire qu'il s'agit d'un album de présentation. Il a soit été compilé par une personne ayant entretenu des liens certains avec Montréal, ou étant destiné à un tel individu. Alors, certaines œuvres dans le deuxième album sont des reproductions d'œuvres dans le premier album, le carnet Sketches, ou encore des variantes qui sont fondées, qui sont basées sur le thème initial. Alors, je vous en montre 3 duos. Alors, le Royal Ontario Museum, c'est toujours l'album Sketches. Bax, c'est pour Montréal, Canada. Alors, celle-là, on l'a vu tout à l'heure aussi, avec les poutres équarries. Et ici aussi, alors, 3 moyens de transport. Les images présentent, je vais revenir avant d'aborder. Ce qu'on voit dans ces images-là, c'est quand même un rendu qui est beaucoup plus travaillé que celui du carnet. Alors, Duncan a possiblement présenté son carnet d'esquisses à des clients potentiels afin de leur fournir un aperçu des sujets qui pouvaient constituer un album personnalisé de Montréal. On retrouve aussi dans cet album-là, Montréal-Canada, cette vue intitulée « Embarque à Montréal ». L'aquarelle montre les amoncellements de glace qui empiétaient sur la rue des Commissaires, aujourd'hui la rue de la Commune, et vers l'est, une vue vers l'est, qui est à partir de l'auberge Old Countryman's Inn. On aperçoit ici l'enseigne de l'auberge. Alors, encore une fois, il y en a 4 versions que j'ai pu retracer. Alors, de toute évidence, il puise encore à sa banque d'images parce qu'il soumet cette réplique à l'Illustrated London News. Et il y a un intervalle de 10 années qui sépare la réalisation des 2 illustrations. Alors, c'est assez spectaculaire comme paysage. La rupture des glaces du Saint-Laurent dans le port de Montréal, et à coup sûr, c'est empreint d'exotisme. Et cette vue est un motif récurrent dont on connaît plusieurs versions. Encore une fois, Duncan, Alors, il y a celle-là, la troisième, qui est peinte d'une manière un peu plus rapide sur feuille volante. Elle est signée et datée de 1852 et elle s'intitule Scène sur la façade portuaire à Montréal. Et la 4e version a été publiée dans un livre de Charles Mackay qui relate son voyage en Amérique au Canada en 1857-1858. Mackay est important dans la carrière de Duncan parce qu'il occupe le poste de rédacteur en chef de l'Illustrated London News de 1852 à 1859. C'est donc lui qui a approuvé la publication de tous les dessins de Duncan qu'on a pu répertorier jusqu'à maintenant dans ce magazine-là. Mackay s'engage à livrer au journal londonien des textes et des esquisses au cours de son périple. Et il a possiblement rencontré Duncan et obtenu ainsi ce dessin pour son livre, parce qu'il séjourne à 2 reprises à Montréal au printemps 1858. D'autres répliques d'œuvres de Duncan ont également été trouvées sur le marché de l'art. Cette partie de crosse sur le terrain de jeu de McGill, qui était situé entre les rues Peel et McTavish, est datée vers 1859. Alors, c'est une composition qui est un peu plus raffinée, qui est réalisée en atelier à la suite d'observations sur le terrain.
Les mêmes observations ont vraisemblablement servi à la réalisation de ces deux aquarelles en vente à la galerie Allen Klinkoff. L'arrière-plan, avec le grand séminaire, ce profil à gauche des pentes du Mont-Royal, c'est le même chez les trois aquarelles. Il y a seulement l'avant-plan où évoluent les équipes qui varient quelque peu d'une œuvre à l'autre. Le même site est le décor pour une autre aquarelle, toujours la série ou la paire, un pendant de la première, celle qui était dans la collection du musée. Alors, c'est une course de raquettes avec deux petits groupes de spectateurs à l'avant-plan. La galerie Klinkoff offre cette fois une variante du même thème hivernal, avec une vue englobant tout le Mont-Royal. Un autre Duncan bis, trouvé sur le marché. L'aquarelle de la collection du musée à gauche montre un rendu peut-être plus léché et convenu. L'exécution de l'aquarelle de Waddington est plus spontanée. L'œuvre semble plus tardive à en juger par le réalisme des nuages dans le ciel et surtout l'écume des vagues créées par le grattage du papier. Alors, la dernière œuvre de Duncan que je vous propose est un cas particulier et c'est important que vous situiez bien les lieux représentés. C'est un secteur de Montréal qui a connu de nombreuses transformations au cours des années. Il s'agit du marché à foin, que l'on nommait aussi la place des commissaires, le site actuel du Square Victoria. Voici donc une petite vidéo de 30 secondes qui montre les lieux à 3 stades de son développement. Alors, je dois cliquer ici. Oui, ça bouge. Alors, c'est une gravure du livre Hochelaga des Pictats. On est à 1839. On fait un saut presque 50 ans plus tard avec une photo de Notman. On voit bien la Saint-Patrick ici. Et on va aller à aujourd'hui pour vous montrer comment c'était changé. Ne subsiste que la pointe de la flèche de la Saint-Patrick. Alors, le sujet de cette gravure sur bois est l'émeute Gavazi, qui se déroule sur le même site qu'on vient de voir. L'émeute Gavazi, c'est une insurrection qui résulte de tensions exacerbées entre les communautés catholiques et protestantes de Montréal, embrasées par le sermon antipapiste du prédicateur Alessandro Gavazi. L'esquisse est attribuée bel et bien à James Duncan par le journal. Mais lorsque l'Illustrated London News indique qu'une gravure est d'après un croquis, c'est que celui-ci a été exécuté au moment de l'événement, ce qui est impossible ici, étant donné la représentation en parallèle de plusieurs temps narratifs. Mais il existe une œuvre de comparaison pour cette scène. Magnifique aquarelle dans la collection du Musée de la Civilisation à Québec. Une aquarelle dont la perspective est 2 fois plus large que la version gravée qui correspond ici à l'encadré rouge. Alors, il y a toutefois une légère différence dans le point de vue adopté, avec une présentation qui est plus frontale de l'Église au centre. Alors, serait-elle d'après un autre dessin de Duncan, dont la conception est toutefois très proche de l'aquarelle? Il y a un autre mystère aussi.
c'est qu'il existe une deuxième gravure, potentiellement inspirée de la même source iconographique, mais attribuée à un autre artiste. Elle paraît le 2 juillet 1853 dans le magazine The Illustrated News de New York. Les deux gravures sur bois, publiées à une semaine d'intervalle par des journaux qu'un océan sépare, présentent étonnamment la même composition, usant de détails architecturaux quasi identiques. Je vais vous les montrer superposés. Alors, on commence avec la gravure de Duncan. Et regardez. Ça, c'est l'autre. On dirait une copie. Alors, les deux représentations des lieux sont manifestement conformes. Il y a seulement les avant-plans qui se distinguent par un traitement distinct des émeutiers. Alors, la représentation moins habile de la gravure new-yorkaise détaille davantage les personnages en les affublant d'une apparence un peu grotesque, et la scène se veut un peu plus sensationnaliste. Intitulée Émeute Gavazi à Montréal, extérieur de la Zion Church, la gravure de The Illustrated News est signée au bas à droite J.W. Orr, SC, pour John William Orr, un éminent graveur sur bois américain, et au bas à gauche CED pour Carl Emil Doppler, un illustrateur d'origine polonaise qui travaille à New York de 1849 à 1855. Doppler a été dépêché à Québec la semaine précédente par son journal pour couvrir un discours de Gavazi qui, à ce moment-là, est hué et violemment chassé des lieux. Alors, il y a une gravure publiée dans le même numéro qui illustre cette altercation-là. Doppler se rend ensuite à Montréal, où Gavazi doit prononcer 3 allocutions à la Zion Church et représente l'échauffourée sensiblement de la même manière que Duncan. Alors, il y a juste une source iconographique commune qui peut expliquer la conformité du point de vue observé dans les deux gravures, et une légère variante de la même source pour l'exécution de l'aquarelle. Pour rapporter les faits avec exactitude et bien camper le décor, Duncan et Doppler se seraient-ils inspirés d'une même photographie? Dans son essai sur les pionniers canadiens de la photographie, l'historien de l'art Gérard Morissette considère la possibilité que Duncan ait utilisé une photographie de Charles Dion, représentant le site de l'échauffourée, et non l'échauffourée, juste le site. Morissette réfère à un filet paru dans la Minerve précisant que Dion, un daguerréotypiste, a réalisé la même année une photographie sur papier des lieux représentés. Le journaliste de la Minerve rapporte sa rencontre avec le photographe en septembre 1853, 3 mois après les événements. Les événements ont lieu au début de juin, les gravures paraissent au début juillet, et en septembre, Charles Dion demande à rencontrer un journaliste de la Minerve pour lui montrer ses photos de papier de ce site-là. Alors, le journaliste ne précise pas la date de la photo, quand elle a été prise, mais on sait que c'est la même année et c'est l'été. Cette photo-là, malgré tous mes efforts, j'ai jamais pu la retracer. J'aurais tellement aimé la voir. Mais la similitude entre les deux œuvres est sans équivoque. Alors, le journaliste va comme suit. Monsieur Charles Dion, daguerréotypiste rue Notre-Dame, près de la rue McGill, nous a fait voir un paysage transmis au positif sur le papier par l'action de la lumière au moyen de ses instruments de daguerréotype. Et continue ainsi. C'est la partie de la ville qui comprend le marché à foin.
Alors, dont on voit le bureau de pesage, la pesée du foin, à l'arrière. L'église Saint-Patrice, c'est-à-dire Saint Patrick Church, et on aperçoit à droite, surmonté d'un dôme, le collège Sainte-Marie, construit par les Jésuites. Beaver Hall, ou la côte Beaver Hall, qui existe toujours. L'église unitarienne ou l'Unitarian Church, appelée aussi Church of the Messiah, cette église aux allures d'un temple grec sera démolie en 1857 pour être remplacée par un autre bâtiment, une autre église de style byzantin cette fois-ci. L'église Saint-André ou la St. Andrew's Church, dont la flèche sera complétée quelques années plus tard. La Zion Church, où s'est déroulée la conférence de Gavasi. Et le journaliste ajoute que les enseignes même y sont lisibles. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais j'ai agrandi l'enseigne ici du bâtiment qui loge la pompe à incendie, où on peut lire Union pour Union Engine House. En se basant sur cette photo de Charles Dion, peut-être acquise au studio que le photographe opère rue Notre-Dame, les deux artistes ont possiblement dessiné leur reconstitution respective en s'inspirant des descriptions de l'émeute publiées les jours suivants dans les journaux de Montréal, donc celle-ci, qui provient du Montreal Witness et qui situe la position des forces de l'ordre dans la mêlée. Alors, on parle bien que les soldats sont divisés en deux lignes, une plus près de l'église, l'autre plus bas, et qu'il y a des volées de tir. Alors, ils ont décidé tous les deux d'illustrer le moment le plus dramatique de l'émeute, le tir déclenché par les deux rangées de soldats. Cette gravure est publiée dans le même numéro de Montreal Witness et elle montre avec précision les deux rangées de soldats. Ce sont les lignes pointillées C ici. Alors, je reviens à l'aquarelle. Embrassant toute la vue captée par le cliché de Dion, l'aquarelle a probablement été exécutée dans un second temps par Duncan en guise de memento. Elle provient d'ailleurs du fonds Jacques Vigée de la collection du Séminaire de Québec, et Vigée pour qui Duncan travaillait au cours de l'été 1853. Ça ferait illustrer l'album sur les communautés catholiques, des femmes catholiques. Alors, puisqu'il existe deux représentations similaires de l'événement qui lui sont attribuées, on a encore affaire à un autre cas de Duncan bis. Mais cette fois-ci, l'empreinte d'une source photographique est potentiellement implicite, ce qui change la donne du processus créatif. Dion a possiblement profité de l'affaire Gavasi pour annoncer ou mousser l'existence de ces clichés, de ce site qui est particulièrement photogénique, et les aurait ainsi rendus disponibles à Duncan et à Doppler. Bon, c'est pas la photo de Charles Dion qui est insérée ici, mais c'est une image anonyme de la collection du musée qui a été réalisée 5 années plus tard. Je vous la montre pour corroborer le souci constant de Duncan de représenter avec exactitude le paysage architectural de Montréal. Bon, comme l'a souligné Laurier, l'artiste a occasionnellement utilisé un instrument comme une caméra lucida ou chambre claire au cours de sa carrière, mais il maîtrisait quand même la perspective. Mais qu'en est-il des sources photographiques?
c'est une question qui ouvre un nouveau champ d'investigation avec Duncan. L'interrelation entre la peinture et la photographie au 19e siècle est complexe et reste à définir. Tant que les œuvres de comparaison ne seront pas toutes connues, des lacunes resteront à combler dans notre connaissance de l'art de Duncan. Alors, merci. Ben moi, je commencerai d'abord par demander à messieurs, ben, si vous voulez nous parler aussi un peu, c'est vraiment passionnant, comment vous en êtes venu à organiser cette exposition-là, à faire toutes ces recherches-là sur Duncan. Je sais que ça remonte à plusieurs années, comment ça a pris naissance, tout ça. Vous avez fait de nombreuses démarches. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, l'histoire est ancienne. En 1978, donc ça ne me rajeunit pas, j'avais la chance d'être conservateur au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et en regardant la connaissance qu'on avait de l'art au 19e siècle, pour moi, il y avait un trou important qui était celui de Duncan. Et j'avais contacté 3 musées montréalais, le McCord, Ramsey et le musée des Beaux-Arts, pour qu'on fasse une grande exposition à Duncan. Malheureusement, son temps n'était pas arrivé, son heure n'était pas arrivée. Et il a fallu que quelqu'un, Christian, trouve ma proposition, je pense, dans les archives du musée pour rappeler à Suzanne Sauvage en 2018 ou 2019 que Duncan restait un sujet à faire et que le McCord ayant une collection importante des œuvres de Duncan et qu'on s'apprêtait à fêter le centenaire du musée, pourquoi ne pas en profiter pour faire cette exposition qui manquait toujours sur notre radar? C'est l'histoire qu'on m'a rapportée. Je ne sais pas si Christian peut la corroborer, mais donc c'est un vieux projet qui s'est réalisé. Donc, comme je disais, en 2019, Mme Sauvage me contacte avec Christian et on sait tous ce qui arrive en 2020. Et donc, la recherche a été beaucoup retardée. Les visites des collectionneurs privés, des institutions également. Et ce n'est qu'une fois que la pandémie s'est un peu calmée, qu'on a pu s'y remettre de façon plus complète. Et avec le résultat qu'on a vu inaugurer au printemps dernier. Voilà. En bref, une petite histoire d'une grande exposition. Oui, ben oui, merci. Ben, j'ai une question en ligne de Anne-Marie Charuet du musée Lac-Brome qui demande, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à sa question, si vous savez si James Duncan est apparenté au juge Christopher Duncan. À ma connaissance, on ne connaît pas de parents à Duncan, hormis sa famille, les enfants. Donc, c'est ça, quand il arrive à Montréal, il ne vient pas dans le contexte d'une réunion familiale, il ne vient pas rejoindre la famille. Donc, il est le premier à venir. C'est ça, non, il ne serait pas parent. J'en profite pour dire à cette dame que Duncan s'est rendu dans les cantons de l'Est. On n'a pas montré ces images. On a de très belles vues des cantons de l'Est faites par Duncan qui a j'ai montré des vues de la Gatineau, mais il a beaucoup circulé également jusqu'à la Malbaie. Et donc, on a des aquarelles de la Malbaie, de la côte de Beaupré, la région de Québec, par Duncan, de magnifiques œuvres également. Merci. Oh, on a une question en salle. Pardon? Vécu de son art? Oui. Alors, comme on a vu, enseignement, une source importante, travaux, je dirais, l'art mineur, les bannières, les transparents, la monnaie, en fait, donc, toutes les petites job-ins, finalement, qui se présentaient, mais où on ne connaît pas effectivement le fait qu'il ait fait d'autres travaux. Donc, il aurait vécu de son art. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître que c'est un premier artiste montréalais permanent à Montréal. Et à partir de 1850, je dirais qu'il n'est plus seul à vivre de son art. Le marché peut maintenant accommoder les artistes. Il y a assez avec la création de l'Art Association et des associations artistes, il y a assez pas des mécènes, mais des collectionneurs qui vont encourager
les artistes locaux. Les collectionneurs aiment beaucoup l'art européen, l'art étranger, mais il y a des campagnes et on insiste pour vendre, pour qu'ils achètent également de l'art local. Et donc, Duncan a profité, mais on voit qu'il fait des œuvres à l'aquarelle de petit format, donc pas très cher probablement. Et donc, c'est en multipliant les mêmes sujets, qu'il a pu probablement rentabiliser son investissement de se rendre 2 ou 3 après-midi de suite pour croquer telle scène, en faire des aquarelles plus élaborées à l'atelier, éventuellement des huiles. Donc, c'est par ce système-là qu'il aurait réussi à vivre. Est-ce qu'il a vécu richement? 2 de ses fils sont allés étudier la médecine à McGill. Est-ce que c'était cher d'étudier la médecine à ce moment-là? Je ne sais pas, mais c'est le cas. Donc, oui, ses enfants étaient éduqués. Lui-même, il était musicien. En fait, dans l'inventaire après décès, dans la maison, il y a un piano qui appartient à sa fille Jane et un violoncelle. Et donc, on peut penser qu'il jouait du violoncelle. Et donc, on entend de très beaux duos, violoncelle et piano, dans la maison Duncan. Et cet inventaire-là donne quand même une idée de ses possessions à son décès. Et c'est une maison de 2 étages qui était quand même agréablement meublée. Et il y avait de l'art, il y avait des statues, des œuvres. Oui, c'est ça. Quelques œuvres d'art, probablement apportées d'Angleterre par leur iconographie, leur sujet. C'est des œuvres anciennes. Donc, pas évidemment beaucoup de ces œuvres, mais il y avait quelques œuvres d'artistes britanniques également dans la maison. Mais je vais y aller avec une question en ligne de Véronique Lacombe qui a visité l'exposition et qui a constaté, elle trouvait qu'il manquait de soleil dans plusieurs œuvres de Duncan. Elle se demande s'il y a une raison pour ça. Puis elle trouvait aussi qu'il y avait beaucoup de paysages d'automne et d'hiver. Puis elle se demande s'il y a une raison à tout ça. L'automne et l'hiver, c'est probablement les saisons les plus vendables. C'est-à-dire que c'est pour un touriste, les couleurs de l'automne et ce qui caractérise l'hiver montréalais ou canadien. Donc, quand on veut rapporter une image particulière, une image typique du Québec, on va plutôt se concentrer sur ces saisons-là que sur le printemps et l'été, dont les caractéristiques de végétation ressemblent plus à ce qu'on trouvait en Grande-Bretagne. Donc, je dirais que c'est la part d'exotisme que soulignait Christian, le fait de choisir, il n'est pas seul, Krieghoff a peint uniquement l'automne et l'hiver. C'est une façon je dirais, de mieux répondre aux besoins du marché que d'avoir des œuvres qui représentent l'automne et l'hiver. On n'a pas fait d'études de climat sur Duncan, mais il faut penser que d'aller peindre en plein soleil, c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc d'attendre que ce soit un peu nuageux, comme les photographes d'ailleurs, qui aiment mieux un temps couvert pour faire de la photographie extérieure qu'un plein soleil. Et donc, il devait faire soleil également, mais les nuages sont importants chez Duncan. C'est ça, Duncan excelle dans la représentation des nuages. Alors, dans la plupart des ciels de ses œuvres, il y a de magnifiques nuages, de magnifiques cumulus de toutes les couleurs. Alors, il n'y a pas de place au soleil. Je pense qu'il remplissait son ciel à ce moment-là avec le plus de nuages possible. Est-ce qu'on aurait une autre question en salle? Oui. Madame, voulez-vous le micro? Oui. On peut présumer qu'il vient d'un milieu assez à l'aise. Et par contre, il s'intéressait à des sujets populaires, paysans même. Et il aurait pu faire des portraits d'aristocrates, mais il n'y avait pas d'expression ici. C'est ça qui m'étonne. Et c'est mis en contexte. Les personnages sont toujours plus sombres, plus accentués que le paysage. Il y a comme un sfumato au paysage, mais les personnages ressortent. On dirait que la palette est plus intense. Personnages qui sont souvent qui vont inspirer Giacometti. Hein. Vous avez remarqué, c'est souvent des petits bonhommes à allumettes qui se promènent dans ces paysages. Oui, je pense qu'encore là, bon, vous avez vu les 3 portraits, les 3 miniatures aquarellées que j'ai montrées, c'est
des gens quand même relativement fortunés. Monseigneur Lartigue, c'est pas le dernier venu non plus. Donc, il s'adressait à cette clientèle-là. Et comme je disais, je pense que quand il réussit à 24 ans, il a sûrement une bonne formation. C'est-à-dire qu'il sait parler à McCord, il sait parler à Vigée. Ces gens-là le reconnaissent comme faisant partie de leur milieu. C'est l'élite locale et elle n'a pas de difficulté à parler avec lui. Donc, ça, c'est un bon signe. Mais je crois également que les sujets plus populaires, plus vernaculaires, c'est une question encore d'exotisme. Qu'est-ce qu'on veut rapporter qui est particulier, qui représente le Québec, Montréal? Donc, les scènes de marché, les scènes de rue, c'est probablement plus vendeur qu'un intérieur bourgeois aristocratique. Donc, on ne vous a pas montré, mais il y a des scènes de noces. Enfin, il y a quelques scènes d'intérieur aussi, bien qu'ils qui travaillent surtout à l'extérieur. Mais je pense que pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais c'est son marché qui commandait le fait qu'il devait faire des sujets de la classe populaire. Mais c'est un meilleur paysagiste que portraitiste. Oui. Et on a constaté quelques lacunes au niveau de la représentation de l'anatomie. Et il a souvent tendance à mettre ses personnages dans les mêmes positions, les genoux pliés, et là, il les répète. Alors, c'est travaillé en atelier. Ce sont des petits signes récurrents qu'il va ajouter. Alors, ces personnages, lorsqu'on les voit d'un peu plus près, ils sont peints rapidement et on a même de la misère à voir les traits. Alors, c'est accessoire comparativement à l'environnement autour, au paysage urbain, là, où vraiment là, il y a l'œil pour bien représenter. En fait, comme Krigov, d'ailleurs, il va beaucoup représenter les habitants. Hein. On va le reprocher à Krigov d'avoir été le peintre des habitants, de les avoir même caricaturés. Et Krigov va faire une spécialité des Autochtones, ce que fait Duncan, mais à beaucoup moins grande échelle. Il y a une présence autochtone dans la ville montréalaise que Duncan représente, mais il n'en fait pas sa marque de commerce comme Krigov va le faire. Là, je veux m'excuser pour les personnes à la maison parce qu'on me demande qu'il va falloir poser les questions au micro pour que les personnes à la maison puissent entendre les questions. Donc, voilà. C'était qui avait une question? Oui. Excusez, vous disiez au début que la population était plutôt anglophone. Est-ce que les personnages représentés, qui étaient souvent habillés comme des habitants, entre guillemets, représentaient plutôt la population francophone que la population anglophone qui achèterait les produits, probablement? C'est ça. Donc, on a cette rencontre des habitants. Enfin, la vente du tissu est un bon exemple. C'est un habitant qui vient vendre à une femme beaucoup mieux habillée de tissu que sa femme a tissé pendant l'hiver. Un lainage à la verge. Et donc, c'est l'habitant qui vient vendre ça au marché à une femme mieux habillée. Un châle, on voit qu'elle a un plaid. En fait, la population est à peu près moitié-moitié. Évidemment, on sait que les Canadiens français effectivement, occupent des tâches moins bien payées dans la société montréalaise, mais l'immigration anglaise, écossaise et irlandaise dans les années 30, 40, 50 va faire en sorte qu'à un certain moment, vers 1850-52, Montréal est une ville anglophone. La population francophone va reprendre le dessus dans les années 60, mais à un certain moment, il y a plus d'anglophones à Montréal que de francophones. Je vais aller pour une question en ligne de Robert Poirier qui aimerait en savoir un peu plus sur la relation de Duncan avec Krigov. Monsieur Poirier, vos questions pièges, on n'en veut pas. Écoutez, je connais, enfin, on sait qu'ils étaient membres de la même association, ils ont développé un projet commun ensemble, ils ont fait des sujets comparables. Donc, c'était sûrement deux personnes qui s'estimaient, pour vouloir
développer ce projet-là. C'est probablement Krieghoff qui a eu l'idée de créer la Montreal Society of Artists et qui demande à Duncan d'en être le secrétaire trésorier. Donc, il y a une très grande familiarité entre les deux. Maintenant, je pense qu'on vous a dit tout ce qu'on savait de Duncan ce soir, ou à peu près, en fait, lisez la publication, mais je veux dire, la recherche sur Duncan est vraiment préliminaire et on espère tous les deux que, comme c'est le cas, qu'une publication fasse sortir beaucoup d'œuvres. Je pense que si les œuvres sont conservées, c'est des œuvres sur papier, donc plus fragiles, mais si elles sont toujours en existence, il y a des chances que d'ici les 10 prochaines années, on voit apparaître plusieurs Duncan sur le marché parce que les gens vont réaliser qu'il y a un intérêt monétaire, artistique, enfin, il y a plusieurs intérêts autour de l'œuvre de Duncan. Est-ce qu'on a une question? Oui, monsieur. Pas de question piège. OK, promis. Tu disais que les clients étaient principalement les Britanniques. Je voudrais savoir si c'était les Britanniques qui habitaient Montréal ou le Canada. Et si vous savez s'il y a plusieurs œuvres qui ont traversé de l'autre côté, s'il y a des collections importantes de Duncan. Donc, étant donné les sujets, c'est une hypothèse, mais on pense qu'effectivement, sa clientèle était essentiellement les touristes et les militaires de passage à Montréal, plus que les Canadiens. En fait, une importante collection, Peter Winkworth, qui était un grand collectionneur de Canadiana en Angleterre dans les années 50, 60, 70, qui a réuni quoi, 80, 90 Duncan, les a tous trouvés en Angleterre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que le nom de James Duncan se rende en Grande-Bretagne pour que les familles qui en auraient toujours voient l'intérêt qu'on a au Canada, au Québec, pour ce genre d'œuvre-là. Mais c'est ça, c'est que pour l'instant, ce qu'on trouve des Duncan dans des vieilles familles canadiennes. Les collectionneurs privés que j'ai eu l'occasion de voir, souvent, les Duncan sont dans la famille depuis 3 ou 4 générations. C'est-à-dire qu'ils les ont achetés au moment c'était des gens fortunés qui ont acheté au moment de la carrière de Duncan, qui les ont conservés jusqu'à maintenant. Ou justement l'exemple de Peter Winkworth, qui s'intéressait beaucoup à l'iconographie canadienne, a trouvé sur le marché britannique, grâce à des marchands, des antiquaires, dans les années 50, 60, 70, plusieurs œuvres de Duncan qui sont maintenant à la collection de Bibliothèque Archives Canada. Il y en a quelques-unes au McCord. Il y en a peut-être au Rome aussi. Peut-être que des collections privées en ont acheté au moment de la vente Winkworth aussi. Enfin, je ne me souviens plus combien il y avait de numéros dans la vente Winkworth. 200 ou en fait, c'était une grosse vente. Et il y a beaucoup d'œuvres de Duncan dans la collection de Peter Winkworth. La plus grande partie est allée à Bibliothèque Archives du Canada. Mais encore récemment, j'ai vu des galeries qui offraient des œuvres de Duncan en Angleterre. Des petites séries de 5 ou 6 pièces. Parce que pour avoir travaillé pendant 50 ans, imaginez le lot d'œuvres que Duncan a pu créer. Comment se fait-il qu'on en connaisse que 200, 300 à peine? Alors, il y en a ailleurs. Et on aimerait les voir. Et alors, assurément, ça a circulé ou c'est dans des maisons. C'est resté, mais occasionnellement, on en voit. Et même récemment, le musée s'est fait offrir une nouvelle œuvre de Duncan après l'ouverture de l'exposition qu'on a acquise cette année. Oui, ben alors le message est lancé pour tout le monde. Hein. Si vous avez des Duncan cachés, faites-nous signe. J'ai une autre question, encore de Mme Lacombe en ligne, qui voudrait savoir, selon vous, s'il y a des éléments importants de la ville de Montréal qui n'ont pas été mis de l'avant par Duncan. Des éléments importants. S'il y a des éléments importants de la ville de Montréal qui n'ont pas été mis de l'avant par Duncan. Et il fréquente peu le faubourg de Québec. Il va vers Westmount, la Chine, puis un peu la partie nord, mais je dirais qu'il ne passe pas assez le square Le square d'Alhousie.
Non, on ne connaît aucune vue du Faubourg Québec, puis de la prolongation de Notre-Dame. Là, puis Où étaient surtout les francophones. Cette partie-là, elle représente les francophones donc, quand ils viennent en ville, au marché, qui se promènent sur la rue, mais pas dans leur habitat de l'Est. Oh, oui, j'arrive. Pas vraiment. Juste par curiosité, est-ce que le phénomène parce que vous disiez qu'il s'adressait à des touristes ou militaires, est-ce que les cartes postales existaient à cette époque-là? Non, pas encore. Hein? Ça aurait été un bon marché. Là. C'est pour ça que rapporter une petite aquarelle qu'on peut rouler ou une lithographie qui coûte encore moins cher qu'une œuvre originale, c'est un souvenir qu'on peut s'offrir. Et que si on est un Montréalais, de vivre avec une vue d'hiver de Montréal sur ses murs, peut-être qu'on passera. Mais pour un étranger qui a subi ça 2 ou 3 hivers, c'est un bon souvenir à rapporter. Oui. J'ai 2 questions. On est obligé d'avoir le micro. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas de carte postale, il n'y avait pas de possibilité de réimprimer. Lui, en fait, faisait de façon manuelle, en fait, ses reproductions, en guillemets. C'est ça? À l'aquarelle. À l'aquarelle. Ou en lithographie. En Lithographie. 42-43, il publie 6 vues de Montréal. Lithographie, on ne connaît pas le tirage, mais ces lithographies-là, donc, c'est imprimé. Hein, la pierre lithographique permet d'imprimer des centaines de copies. Donc, on ne sait pas combien il y en a eu, mais c'était disponible pour la vente. L'autre facette, vous avez parlé d'enseignement, on n'en a pas beaucoup mentionné. Vous n'avez pas de source documentaire, que ce soit la BNAQ ou ailleurs, pour savoir ses notes de cours, ses influences au niveau des étudiants, parce qu'en fait, on ne sait pas. On cherche les œuvres, mais il y a quand même eu des gens qui ont appris de lui. Absolument. En fait, on a des œuvres de l'épouse d'un militaire et de sa fille qui ont copié Duncan. Et donc, les sujets qu'on vous a montrés, on les a par Mme Dinley et sa fille qui habitaient Bytown, qui habitaient Ottawa. Et donc là, on peut penser à quand elle venait à Montréal, elle venait à l'atelier de Duncan, où Duncan leur envoyait par la poste de ses aquarelles qu'elle pouvait copier à leur tour. Et donc, on sait que Mme McCord, Mme John Samuel McCord a suivi ses cours, son fils également, mais non, on ne connaît pas sa méthode d'enseignement, sauf que dans une annonce, quand il l'annonce avec Gordon, elle dit qu'ils vont utiliser les techniques les plus contemporaines avec les modèles les plus récents. Comme Gordon arrive d'Angleterre, c'est possible qu'il ait apporté avec lui du matériel pédagogique récent, parce que Duncan n'est pas retourné en Angleterre. Il arrive ici en 1930, puis il ne retourne pas chez lui. OK, donc ça veut dire que son influence est vraiment juste montréalaise. Il y a une base anglaise, mais après, il est influencé par ce qui vit un quadrilatère précis, si j'ai bien compris. Mais après, il y a peu d'échanges, à part avec les touristes, avec, on met les touristes, là, avec l'extérieur. Mais la communauté artistique qui est faite surtout d'étrangers. À partir de 60, il y a une trentaine d'artistes étrangers qui vont de passage pour des périodes plus ou moins longues à Montréal et donc qui vont apporter des esthétiques tout à fait nouvelles. Donc, Duncan fréquente ces gens-là. Mais c'est sûr que donc son style va se maintenir et c'est pourquoi il va, après les années 65, il va passer date. Et donc, la fin de sa carrière est plus... Il continue d'enseigner très, très tard, mais la fin de sa carrière, on connaît peu d'œuvres, finalement. Merci. Donc, s'il y a une dernière question, ça serait peut-être le moment. Je vais essayer d'expliquer. Est-ce que c'est souvent que les vols des œuvres des artistes sont imprimés dans les journaux étrangers avec des changements sans crédit? C'est que Duncan a agi comme un correspondant bénévole, volontaire.
Et il y en avait beaucoup quand même. Il y avait d'autres artistes canadiens qui, à la même époque, fournissaient des œuvres à l'Illustrated London News. Martin Somerville a commencé avant Duncan. Il a réalisé des vues de l'incendie du Parlement de Montréal qui sont extraordinaires. Et c'est un peu dans la même veine que Duncan poursuit ce travail-là quand Somerville ne le fait plus. Alors, il y a comme 3 types de correspondants artistiques à l'Illustrated London News. Il y a celui qui travaille à Londres et dans les régions environnantes. Il y a ensuite celui qui fait vraiment du photoreportage qui est envoyé dans d'autres contrées. Et c'est principalement la guerre de Crimée qui signale le départ de ce genre d'illustration-là. On envoie un artiste correspondant et même il doit écrire des textes, il fait ses croquis, il envoie ça et ensuite c'est gravé. Alors avec la guerre de Crimée, c'est vraiment le départ. Mais on a fait cet appel-là dans le premier numéro du Illustrated London News, on le refait plus tard. Et Duncan, on est convaincu qu'il lisait. Le journal était vendu par plusieurs libraires à Montréal et il y avait des chambres de lecture à Montréal aussi où on pouvait lire. Alors, tout à l'heure, on parlait de reproduction de ses œuvres. Lui, c'est la voix qu'il choisit, parce qu'en étant publié par l'Illustrated London News, ça fait le tour de l'Empire. Et comme ça, et il savait. C'est comme ça que Montréal est vu pour la première fois. Ben, il y a eu des gravures au 18e siècle par des militaires, etc. Mais dans son quotidien, c'est grâce à Duncan qu'on se faisait une idée que on joue au curling sur le fleuve gelé à Montréal et toutes les vues d'embarque, de débarque qu'on connaît pas ailleurs, qui sont très exotiques aux yeux de Duncan, c'était envoyé là-bas et ses œuvres étaient acceptées. On en connaissait 2 au départ de ces vues gravées. On a réussi à en identifier 18. Et je suis certain qu'il y en a d'autres, mais par le fait que c'est pas toujours identifié à lui, on doit comparer les styles. Et il faut pas oublier que le graveur interprète, il peut modifier aussi. Alors, il y a peut-être d'autres vues, mais ce qui arrive, c'est la photo. Avec l'avènement de la photographie, à partir de 1860, on ne trouve plus d'œuvres de Duncan dans le journal, mais des reproductions gravées d'œuvres de Notman. Ça, il commence à en avoir. Et avec la visite du prince de Galles en 1860 pour l'ouverture du pont Victoria, l'Illustrated London News envoie un artiste ici, un correspondant qui est rémunéré par le journal. Et il va revenir souvent. Il va suivre le prince de Galles, mais après, il vient faire d'autres représentations. À ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait plus d'intérêt de recevoir des dessins. Et n'oubliez pas que Duncan devait mettre ses dessins sur un bateau à vapeur qui traversait l'océan. Et ça allait jusqu'à Liverpool. Ensuite, on transportait ça à Londres et là, c'était gravé. Il y avait environ un délai de 4 semaines entre le moment de l'événement que représente Duncan et sa publication dans le journal. Mais après ça, à partir de Londres, c'est envoyé vers les Indes, en Australie, partout dans les pays de l'Empire britannique. Alors, les œuvres de Duncan ont été disséminées grandement. Là, on parle de milliers là, en termes de tirage. Là. À l'ouverture de l'exposition universelle, l'Illustrated London News tirait à 265 000. Alors, s'il y avait des œuvres de Duncan, ça s'est fait connaître comme ça. Alors, je pense qu'il en tirait une fierté, parce qu'on l'a vu dans la lettre de sa fille Jane, qui répond à M. McCord, justement, et elle lui a dit, mon père s'est fait une grande fierté des illustrations de l'incendie de Montréal qui ont été publiées. Alors, il a poursuivi ça, et il puisait dans sa banque d'images, comme je vous ai démontré, pour montrer des images qu'il devait juger d'intérêt pour les autres pays de l'Empire. À la cueillette de la glace, il n'y a pas beaucoup de place que ça se fait. Hein, voilà. Et donc, de diffuser cette information-là à travers l'Empire britannique, c'est une autre façon de montrer la spécificité de la colonie canadienne au reste aux autres personnes de l'Empire britannique.
J'irai avec une dernière question en ligne encore de Anne-Marie Charuet qui demande si toutes les œuvres de Duncan dont vous avez vu les originales sont toujours signées. Non, pas toujours. Très souvent, très souvent, mais non, il y a quelques exemples où elles ne sont pas signées. Ouais. Et très peu datés, comme disait Christian. Ils datent fin 40, début 50, il y a une petite crise de datation. Ensuite, c'est très difficile. Justement, il faut y aller un peu par le style. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette question-là, mais comment on arrive à dater? Bien évidemment, c'est l'apparition de bâtiments dans la scène, mais c'est aussi une évolution technique. Donc, c'est plus vers telle période que telle autre que l'œuvre a pu être faite. Et sa signature évolue. Rappelle-toi, on a pris les signatures d'œuvres formellement datées et on les a comparées et on a pu faire une évolution. Sa signature, la calligraphie change et vers la fin, il attache l'initiale de son prénom à celle de son nom de famille. Le J est attaché au D, il fait un rond autour. Alors, ça nous a aidé un peu aussi à dater, mais il y a le style, il y a le rendu, il y a plein d'autres critères qui font qu'on peut dater une de ces œuvres. Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est là-dessus que va se conclure notre conférence. Donc, je remercie tout le monde d'être venu, tout le monde en ligne aussi, et spécialement Laurier Lacroix, Christian Vachon. Merci énormément d'avoir partagé tout ce savoir avec nous pour approfondir aussi la publication, donc qui est en vente à la boutique du musée. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.